Je vais demander à Laurence Gatti, si elle veut bien, maître de conférence en droit privé et sciences criminelles de l'Université de Poitiers, de nous parler de la visite du majeur protégé, voir, devoir et pouvoir. Vous avez la parole. Vous êtes mis loin exprès, mais oui. Je vous le mettrai, il ne faut pas croire. 5 minutes avant, vous l'aurez. J'ai prévu un minuteur. Non, ne vous inquiétez pas. Bon, je vous fais confiance. Eh bien, je vous remercie et je vous remercie aussi pour cette invitation à parler un petit peu de la population des majeurs protégés. C'est une occasion que je saisis vraiment en lui attachant la grande importance qu'elle mérite. C'est difficile de parler après Éric Puiset parce que ça m'a donné plein d'idées. Et je me dis qu'on aurait dû se parler avant, mais bon, on s'écrira après. Voilà. Avant de commencer, peut-être que je devrais dire un petit peu... parce que là, je suis présentée comme maître de conférence en droit privé et sciences criminelles, c'est ce que je suis désormais, c'est tout à fait vrai. Mais dans une vie antérieure, j'ai été en fait déléguée à la tutelle. J'ai exercé différentes fonctions dans ce secteur. Et c'est pas uniquement en tant que maître de conférence en droit privé que je veux m'exprimer, donc mon propos ne sera pas véritablement juridique, à vous dire des textes et leur interprétation possible. Je voudrais aussi faire part un petit peu d'une expérience et essayer de mélanger tout ça. Il y a, et juste avant que nous commencions cette journée, c'est vrai qu'on a discuté quelques mots avec Éric Puiset, et je me disais qu'au fond j'aurais peut-être dû commencer par là, c'est que quand j'ai découvert la protection juridique des majeurs, eh bien, une des premières choses que l'on fait, et c'est d'ailleurs la première chose que j'ai faite, c'est une visite. Une visite que j'ai faite avec un collègue plus ancien qui simplement m'a dit tu vois, pour faire ta visite, c'est pas compliqué, tu vas chez les gens et puis tu frappes. Donc c'est ce que nous avons fait toute la journée. Mais au fond, après, de visite en visite, tout en exerçant cette fonction et cette mission assez particulière de gérer l'argent des personnes dans leur intérêt, selon aussi leurs souhaits. C'est particulier quand on a ce pouvoir sur l'argent et lorsque l'on vient chez des personnes qui ne nous attendent pas forcément, parce qu'on n'est pas invité quand on est mandataire judiciaire. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'on appelle le délégué à la tutelle. Donc je me suis rendue chez les gens et j'ai beaucoup sillonné Poitiers, et désormais lorsque je regarde cette ville, lorsque je me rends du centre-ville jusque sur le campus ou ailleurs, eh bien je me rends compte qu'il y a une autre géographie. C'est quelque chose que j'avais découvert dans un ouvrage qui parlait de la guerre d'Algérie, qui disait vous connaissez votre environnement, vous connaissez la géographie de ce lieu, mais dès lors qu'il se passe quelque chose comme la guerre par exemple, mais pourquoi pas aussi la misère, eh bien vous vous réfugiez dans d'autres endroits, vous frayez un chemin ailleurs et vous ne voyez plus jamais les choses de la même façon. Mais là c'est pareil, cette ville, ce département, je les connais différemment aujourd'hui grâce à ces visites qui au fond étaient pour les majeurs protégés, ce sont eux qui m'ont beaucoup appris. C'est ça que je voulais dire aussi avant de commencer. Alors, j'ai peu de temps, c'est vrai, mais ce peu de temps, je vais quand même y aller tranquillement. Effectivement, je pourrais écrire. Alors, la protection juridique des majeurs, c'est d'abord une charge des familles. Ça, c'est important de le dire aussi, parce que cette histoire de solidarité familiale, ça a été un petit peu évoqué aussi. C'est d'abord une charge des familles, c'est inscrit comme cela dans le Code civil, et ça n'est que subsidiairement que l'État intervient. Pourquoi subsidiairement ? Parce que le majeur protégé, c'est une personne, avant toute chose, et on y reviendra, une personne majeure, mais qui souffre d'une altération de ses facultés, en raison de laquelle elle ne peut pas pourvoir seule à ses intérêts. Raison pour laquelle on dit, voilà, c'est mieux que par ses actes, elle ne nuise pas à ses propres intérêts, donc d'une certaine façon, on va la rendre incapable juridiquement. Incapable, alors c'est pas quelque chose de péjoratif, même si aujourd'hui il faut se savonner la bouche quand on prononce ce mot, mais juridiquement c'est pas du tout injurieux. C'est dire, on va empêcher que vous fassiez quelque chose qui puisse se retourner contre vous. Un petit peu comme on ne permet pas à un enfant de passer tous les actes
acte juridique sans aucune limite. L'enfant est juridiquement incapable, c'est comme ça, et c'est pas méchant, nous aimons nos enfants. Voilà. Alors, puisqu'on a créé cette incapacité qui est un mécanisme de protection, eh bien, il faut néanmoins que les personnes puissent agir sur la scène juridique. Comment le font-elles ? Eh bien, en bénéficiant de la présence de quelqu'un à leur côté qui vient les assister ou les représenter. Assister, c'est faire les actes avec la personne. Représenter, c'est faire les actes au nom et pour le compte de la personne. Donc, il s'agit uniquement de permettre de passer des actes juridiques. Bon, ensuite, c'est devenu autre chose, la protection juridique des majeurs. En 2007, c'est une activité qui s'est professionnalisée et qui a été rattachée au Code de l'action sociale et des familles. Raison pour laquelle aujourd'hui on parle beaucoup plus d'accompagnement et puis de toute cette dimension qui rejoint beaucoup le travail social, ce qui crée parfois une confusion. Une confusion qui conduit à une immixtion dans un champ très personnel et au domicile des personnes et aussi dans leur vie et qui parfois brouille un petit peu les limites et laisse penser aux protecteurs eux-mêmes, même bien intentionnés, qu'ils ont un pouvoir qu'en réalité ils ne devraient jamais exercer. Donc la visite du mandataire judiciaire, parce que c'est de cette visite-là que je vais parler, c'est pas la visite comme on la trouve dans le Code civil qui concerne les magistrats. Le procureur, le juge des tutelles peuvent visiter les personnes. Pourquoi ? Il y a toujours une finalité, pour surveiller en fait. C'est un pouvoir de surveillance qu'ils ont pour les personnes protégées ou à protéger. On voit aussi la visite dans le Code civil, c'est la visite au sens des relations que le majeur protégé peut entretenir avec toute personne. Sauf quand il y a une difficulté, auquel cas on peut se tourner vers le juge qui peut dire eh bien non, j'ordonne l'interdiction de toute relation entre monsieur un tel et madame une telle, en sachant que ce sera très difficile de faire exécuter cette décision s'ils ont vraiment envie de se voir. Mais néanmoins, il y a effectivement de la jurisprudence sur cette question. Moi, je veux juste parler de la visite du professionnel, c'est-à-dire que c'est celui qui est désigné, donc que l'on nomme mandataire judiciaire, mais qui est désigné parce que justement, il n'y a pas de famille, ou il n'y a plus de famille, ou alors elle est défaillante, ou bien elle est éloignée géographiquement. Donc le juge des tutelles, quand il désigne une personne chargée de la protection, il regarde d'abord s'il y a un conjoint, un concubin, un partenaire de Pacs, ou bien s'il y a un parent, un allié, un ami même, un ami de 30 ans, un voisin, quelqu'un de l'entourage. Ce n'est vraiment qu'à défaut que l'on va désigner un professionnel de la protection, ce qui coûte un pognon de dingue et ce qui a amené à vraiment essayer de réduire un peu le nombre de mesures de protection. Donc le mandataire... Vous avez une référence sur un pognon de dingue ? Alors je la chercherai, c'est quelque chose que j'ai appris, oui, c'est très important je crois, mais on ne sait plus, c'est immémorial en fait. Ouais. Alors, je vous remercie. Alors, le mandataire judiciaire, c'est un professionnel. Il exerce une activité aujourd'hui qui répond à un référentiel de compétences, un référentiel de formation dans lequel effectivement on voit il faudrait savoir entrer en relation avec les personnes, avoir une notion des différentes pathologies. En vérité, dans la formation, c'est assez peu développé. On le voit quand on procède un petit peu par sondage. Malheureusement, il y a assez peu d'heures consacrées à la connaissance de la maladie d'Alzheimer, bien qu'on vous dise c'est le vieillissement de la population, l'accroissement des maladies dégénératives qui conduit à avoir un nombre de majeurs protégés qui grandit d'une manière vraiment affolante. Et pour autant, si c'est la raison qui conduit à mettre des moyens et à professionnaliser, eh bien, dans les formations, on ne forme pas les personnes à ces approches-là et à entrer en relation. Donc c'est un petit peu une première difficulté. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les textes ? En fait, j'ai dit que j'étais professionnelle, je parlais plutôt à ce titre, mais malgré tout, je suis quand même maître de conférence en droit, j'étais obligée de faire 2 parties et 2 sous-parties. Non, mais je voulais dire que je vais d'abord vous dire que la visite, elle est imposée d'une certaine façon, puis je vous dirai après qu'elle peut être empêchée. Alors, imposée, c'est-à-dire qu'elle va être obligatoire d'une part, mais qu'elle va aussi d'autre part être empirique. Alors obligatoire, pas directement parce que en fait on parle beaucoup de la visite, mais la visite elle n'existe pas dans le Code civil, elle n'existe pas véritablement dans le Code de l'action sociale et des familles non plus. On ne nous dit pas, le législateur ne nous dit pas ce que c'est. Par contre, on voit qu'il y a des choses qui peuvent permettre
d'induire la visite, de manière indirecte, on a bien une visite. Par exemple, lorsque la mesure va être prononcée, parce que je m'inscris bien dans le cadre judiciaire, des mesures de sauvegarde avec mandat spécial, curatelle, tutelle, parce que pour les autres sont plus souvent, évidemment, des mesures gérées par les familles. L'habilitation familiale, elle est prononcée par un juge, mais le mandat de protection future, c'est quelque chose que vous pouvez organiser vous-même. Donc on n'a pas cette sorte d'intrusion de l'État chez soi, puisque c'est un proche qui va intervenir. Donc je me situe vraiment sur le fait que quelqu'un va venir chez une personne majeure protégée alors qu'elle n'y est pas forcément invitée. La personne majeure protégée peut l'avoir demandé, mais pas forcément, et quelquefois même elle est opposante. Et quelquefois même elle n'est pas en état du tout de comprendre ce qui se passe, et c'est celui qui est chargé de sa protection qui va lui notifier l'ouverture de la mesure. En fait, c'est comme ça que les magistrats envoient quelquefois au mandataire un petit mot en disant c'est vous qui notifierez la mesure à monsieur ou à madame un tel, et on se rend au domicile, et en même temps qu'on essaie de se présenter, on notifie la mesure. Bonjour, vous êtes sous protection, c'est moi qui exerce, je vais faire l'inventaire de vos biens, je vais prendre votre carte bancaire, et puis si vous avez des souhaits pour vos obsèques, vous pouvez aussi m'en parler, je vais le marquer dans votre petite fiche. Car c'est vrai, à l'occasion de cette ouverture, on va devoir remettre un certain nombre de documents. C'est les règles de l'action sociale qui le prévoient. Donc on a toute une déclinaison. On va remettre effectivement un livret d'accueil, une charte des droits et libertés de la personne majeure protégée. On va commencer à élaborer un document individuel de protection des majeurs, et ça renvoie à ce qui a été dit sur l'endéiamètre. Endéiamètre, au fond, qui est effectivement les documents individuels de protection des majeurs, à force d'être augmenté, parce que c'est une illustration du téléphone arabe, c'est qu'on a une densification des obligations. Le règlement dit vous ferez un document individuel, il y a quelques lignes, et en fait on se trouve avec des services qui pondent des trucs qui font un nombre incalculable de pages, quelquefois 15, quelquefois 20. J'aime autant vous dire que présenter ça à un majeur protégé pour commencer à le saluer, à entrer en relation, ça le panique, parce que souvent il ne sait pas lire, et il se retrouve avec un pavé comme ça à déchiffrer. C'est quand même très très angoissant. Donc puisqu'il faut remettre ces documents, forcément on se rend au domicile. Puisqu'il faut faire un inventaire, forcément on se rend au domicile. Et ce domicile, il a quelque chose d'une intrusion très importante, puisque si on ne fait pas l'inventaire avec un commissaire de justice ou un notaire, on doit le faire aussi avec 2 témoins. Donc on va faire rentrer encore 2 personnes dans la maison, alors qui peuvent être des proches de la personne, mais en tout cas, ça veut dire qu'on n'est pas tout seul pour cet inventaire. Très théoriquement, parce que ces 2 témoins, on a beaucoup de mal à les trouver, et au fond, c'est pas si mal. Mais on trouve dans les termes qui régissent l'inventaire des choses qui sont assez proches du vocabulaire de la perquisition. Et donc cette idée quand même de contrainte un petit peu. On voit que le législateur n'est pas très à l'aise avec tout ça. Il y a de la contrainte. Si le mandataire ne fait pas l'inventaire, c'est un autre qui le fera, au besoin, aux frais du mandataire. Mais en tout cas, il y a de la sanction, il faut le faire. Alors que l'inventaire, c'est juste dire, pour protéger les biens du majeur, on va dire ce qu'il y a chez lui. Et si quelqu'un vient lui voler son téléviseur ou autre chose, on pourra au moins démontrer que c'était présent à ce moment-là. Le mandataire est un professionnel assermenté. Dans l'absolu, il pourrait très bien faire tout seul son inventaire, on ne voit pas ce qui l'empêche. Après, il y a aussi la remise des comptes de gestion. On nous dit dans le Code civil là, que c'est 1 fois par an. Donc il faut bien le faire aussi. Ça peut se faire en rendant visite, en expliquant. Car il n'y a pas que des textes, il y a aussi des recommandations de bonnes pratiques qui expliquent comment mettre en œuvre ces différentes mesures. Et là, ce n'est pas la loi qui parle, c'est toute une littérature grise ou tout un droit souple qui vient expliquer, donner un contenu aux règles et dire comment faire pour bien travailler, avec aussi ces liens qui sont constamment faits avec l'éthique. Voilà. En matière de biens, les inventaires, la remise des comptes sont l'occasion de rencontres, mais quelquefois le majeur protégé vous dit non. Moi, j'ai pas mal de personnes qui m'ont dit écoutez, moi vous venez pour exercer une mesure concernant ma femme, on est mariés, les biens ils sont aussi à moi, je refuse que vous fassiez l'inventaire. Bon, très bien. On n'a pas de possibilité toujours de s'imposer. Concernant la personne, la protection de la personne, on va devoir l'informer sur sa situation. Ça suppose quand même qu'on la connaisse. Ensuite, on est supposé assurer son bien-être et sa sécurité. C'est ce que les juges de la Cour de cassation, les magistrats de la Cour de cassation ont pu souhaiter dire à un moment donné. C'est bien excessif, c'est plutôt un devoir de vigilance qui s'impose au mandataire judiciaire et non pas du tout assurer le bien-être et la sécurité, mais on voit bien qu'en cas de difficulté, sa responsabilité pourrait être engagée et que
si on continue de dire dans des recommandations de bonne pratique qu'il faut faire ceci, qu'il faut faire cela, etc., à un moment donné, ça donnera un contenu obligationnel qui engagera la responsabilité des uns et des autres. Donc, si vous voulez, cette visite, elle est toujours empreinte de ça, de ce que l'on doit faire. Elle est toujours finalisée. Et puis, effectivement, c'est l'occasion aussi de voir si la personne est en danger. On est bien dans une logique d'autonomie, une logique d'accompagnement ici, relativement à la protection de la personne, tandis qu'on est plutôt dans le contrôle et la sanction, relativement au bien. C'est aussi quelque chose d'empirique parce que, comme je vous le disais, il n'y a pas de texte qui régisse cette visite. Alors c'est peut-être tant mieux, mais on doit annoncer la visite. Est-ce qu'on écrit avant d'y aller ? Alors oui, a priori, mais certains ne le font pas. Alors c'est peut-être une autre question lorsqu'on fait la visite en établissement, en EHPAD par exemple. Peut-être justement que là, mieux vaut ne pas s'annoncer, parce que sinon, j'aimerais qu'on me dise comment on peut savoir si la personne finalement est maltraitée en établissement. Parce que si je préviens à chaque fois l'établissement, attention, j'arrive, je vous assure que tout est très bien en ordre, très bien rangé. Donc en établissement, il est plutôt conseillé de ne pas prévenir. Pourquoi je dis ça ? Parce que, en fait, tout simplement, je l'ai dit tout à l'heure, le mandataire est désigné parce qu'il n'y a personne dans l'entourage du majeur. Donc s'il est le seul lien avec l'extérieur et le seul qui vient voir la personne à l'intérieur, encore faut-il qu'il ne prévienne pas s'il veut voir quelque chose. Et puis il faudrait qu'il vienne souvent également, ce qu'il ne peut pas forcément faire, car il faut le savoir, les mesures en établissement sont moins financées que les mesures à domicile. Et il me reste 5 minutes pour conclure. Et donc, je vais vous dire que parfois la visite est empêchée. Mais en tout cas, voilà, sur ces visites à domicile, ce qui est quand même important de voir, c'est la manière dont on perçoit les choses. Et effectivement, on arrive chez la personne, on se présente. Mais on sent aussi avec son expérience, avec quelque chose, un rapport sensoriel en fait, c'est-à-dire que l'idée c'est aussi, je sais que cette chaise grince, qu'on entend le train, qu'il y a ça qui ne va pas, qu'il y a de mauvaises odeurs dans l'appartement. Je ne suis pas toujours en train de mettre des chiffres et des cotations dans mon dossier, j'ai aussi toutes ces émotions-là et donc dans la visite finalement, c'est là où on va finalement le plus loin dans le non-verbal. On est là et on ne se parle pas forcément et on perçoit tout un tas de choses qui nous donnent des éléments pour dire tiens, il y a peut-être des travaux à faire dans ce logement, il y a peut-être quelque chose de plus à faire pour que cette personne soit moins isolée. Et la visite empêchée, c'est qu'effectivement, le majeur protégé peut refuser que vous veniez chez lui. Ça arrive, parfois ça change, ça évolue avec le temps. Et s'il peut refuser, eh bien, ça veut dire qu'il peut consentir et qu'effectivement, il a un droit. Et il a un droit à la protection de son domicile parce qu'il a un droit, comme nous tous, à la protection de sa vie privée, à la protection de son intimité. Et il est vrai que cette visite, elle n'est pas toujours faite dans le respect de ses droits. C'est vrai qu'on voit l'état du logement, mais c'est aussi l'État qui rentre dans le logement. Donc tout ça, on peut effectivement se le dire aussi. Il y a une dimension de temporalité et de spatialité aussi, car je viens voir le majeur protégé, mais je rencontre aussi sa famille. Et parfois, justement, des liens se nouent également avec la famille. Donc ça permet aussi parfois d'assurer le relais. Je pense à des personnes... Dans un couple notamment, quand le monsieur est décédé, son épouse s'est trouvée sans mesure de protection et en a demandé une pour continuer à garder ce lien et cet étayage qui au départ n'était assuré que pour lui. Et finalement, avec le temps, on fait corps avec la personne, avec son entourage. Le refus, la protection du domicile, ça c'est vrai que ça concerne tout le monde. Malgré tout, il y a aussi une place pour l'hospitalité, une place pour la courtoisie. Combien de fois j'ai pris le café chez les personnes protégées et beaucoup de collègues me disaient « Ah non, tu prends le café, il ne faut pas prendre le café parce qu'il faut rester dans le cadre. » Alors bon, je vais vous dire, j'ai bu beaucoup de café dans le cadre et c'est pas plus mal. Très bien. J'ai pas dit quand même juste un dernier mot, si vous me laissez 2 minutes. Juste 2 minutes, c'est que parfois la visite aussi elle est aménagée. Je voulais juste dire ça, c'est que elle est aménagée quand les personnes ne peuvent pas sortir. Alors c'est le cas en prison parce que le mandataire a un droit de visite automatique pour aller rencontrer le majeur protégé en prison. Et finalement la crise sanitaire a aussi montré ça. Des personnes qui étaient enfermées dans les EHPAD certes ou dans les établissements de santé, mais aussi enfermées à domicile. Et là on a eu de la part du ministère tout
tout un tas de consignes, de guides, de foires aux questions pour dire aux mandataires comment ils devaient faire le travail. Et ce que ça a montré, cette crise sanitaire, c'est quelque chose de très important, c'est que dans ces documents, qu'est-ce qu'il y avait comme une obsession, qu'est-ce qui est devenu central? Eh bien, c'est la visite, alors qu'elle n'est prévue ni imposée directement par aucun texte. J'ai envie de dire que quand tout s'écroule, ce qui reste là, justement, c'est la visite, c'est ce lien direct avec la personne. Voilà, je vais arrêter là. Juste cette nécessité de repenser la visite et pas uniquement, effectivement, en situation de crise. Voilà. Là encore, votre intervention est particulièrement importante parce qu'elle est une véritable éthique pratique quotidienne d'une action sociale dont les critiques que vous formulez sont plus qu'évidentes. Et ça met peut-être en évidence ce que j'essayais de dire au début avec le terme de socialité, cet équilibre qu'il doit y avoir entre la justice, les normes, et d'autre part la bienveillance, cette générosité. Et d'ailleurs c'est amusant parce que Emmanuel Levinas, travaillant sur ce concept, dans Éthique et Infini en particulier, essaye de montrer qu'en définitive, la relation qu'on a avec l'autre la fait sortir du social. Elle n'est pas n'importe qui dans le social et elle, en même temps, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à travers son visage, on y voit toute l'humanité. C'est-à-dire comment, et on sent bien là, il y a cet équilibre dont on parle, et c'est dommage qu'il n'y ait pas de formation, parce qu'il y a une réflexion éthique majeure, là, à ce niveau. Je pense, autrement, on est simplement sur surveiller et punir. Mais, oui, exactement. Et ceci dit, ça s'est bien vu dans les recommandations ministérielles pendant la crise sanitaire, où il y avait vraiment un guide de comportement. C'était vraiment de la gouvernementalité, là, pour le coup. Et sur la formation, elle est actuellement en train d'être réformée. Le référentiel nouveau est sorti pour former les mandataires judiciaires. Et ce qui ressort de tout cela, c'est que la formation des mandataires va se faire par une licence professionnelle de droit. Et ce qui m'interroge beaucoup, car qui assurera tous ces enseignements qui ne sont pas que du droit? Enfin, on ne cesse de le dire, mais la loi n'est pas là pour faire ce travail-là, de régenter dans le détail tout ce que chacun doit faire simplement pour aller à la rencontre de l'autre. Or, si ce sont des licences de droit, ça pose question sur l'enseignement qui sera donné. Vous prenez, d'où l'intérêt de l'interdisciplinaire et d'où l'intérêt de prendre le café. Allons-y. C'est-à-dire qu'il y ait en effet une approche, le mot intime m'apparaît important. Là, il faut lire le livre de François Julien sur l'intime. L'intime, c'est pas l'intimité. Et quand vous vous retrouvez dans la relation avec l'autre, il y a une exposition que vous faites, ne serait-ce en acceptant qu'on vous rende visite. Vous voyez ce que je veux dire? Or, dans votre cadre-là, c'est une acceptation, mais vous le dites vous-même, la plupart n'envoient pas une lettre avant en disant est-ce qu'éventuellement... Vous vous rendez compte que là, il y a problème. Oui. Donc, il y a très, très belle intervention. Une ou deux interventions, là, avant d'aller prendre le café. Qui voudrait prendre la parole ? Et en plus, ça marche. Alors, question courte. C'est une question extrêmement courte. Que pensez-vous, madame, dans certains établissements qui ont de nombreux lits d'EHPAD, de la présence permanente de mandataires judiciaires ? Alors, vous parlez des préposés, c'est ça? Non? Oui? Des préposés d'établissement? J'ai bien compris. Oui, parce qu'il y a plusieurs modes d'exercice pour les mandataires, en fait. Ceux qui interviennent, qui sont salariés de service, ce qui a été mon cas, ceux qui interviennent à titre individuel, qui sont indépendants, et ceux qui sont préposés d'établissement. Alors, il y a une critique qui est souvent faite à leur encontre, c'est de dire qu'au fond, mais c'est une critique ancienne, dans la mesure où ils sont rattachés à l'établissement, où ils sont agents de cet établissement, il y a comme un univers concentrationnaire, c'est un terme que je reprends volontairement, il n'est pas de moi, mais il avait été dit par la FNAT il y a quelques années, Fédération nationale des associations tutélaires,
Je ne crois pas que ça soit concentrationnaire. Les préposés sont les seuls pour lesquels la loi dit qu'ils doivent être indépendants de l'établissement. Alors la question est, le sont-ils véritablement ? Mais normalement, cette indépendance, voilà, la loi l'impose. Et s'ils le sont vraiment, alors ça ne m'inquiète pas. Il y a justement un autre avantage, c'est la proximité. Donc voilà, après effectivement, entre la règle et son application, il y a toujours un fossé. En revanche, les autres mandataires, pour lesquels l'indépendance n'est pas exigée dans aucun texte, cependant ils sont bien dépendants aussi, parce que vous voyez, quand vous avez un service ou un professionnel du social, qu'est-ce qu'il y a dans le Code de l'action sociale ? L'importance de coopérer, de collaborer, d'avoir des partenaires sur un territoire, enfin vous voyez tout ce langage, voilà. Ça veut donc dire que si vous êtes mandataire dans un service, que vous avez un majeur protégé qui est mal dans un EHPAD, vous voulez faire une action et votre direction vous dit non. Donc voilà, l'indépendance là, elle est aussi mise en cause. Alors merci beaucoup Laurence Gatti pour ton intervention. Alors ne faut-il pas aller en particulier chez le majeur protégé qui est juridiquement incapable, et justement parce que la personne est considérée comme juridiquement incapable, au-delà de la bienveillance, qu'il y a quelque chose d'un peu descendant, pour aller vers... Vous avez dit au-delà de la bienveillance. Oui. Vous avez raison. Oui. Emmanuel Levinas, c'est le problème de la limite. Alors moi, je voudrais citer Ricoeur. Je voudrais citer Ricoeur et la réciprocité qui s'institue dans l'intersubjectivité, parce que quoique majeur, incapable, c'est un sujet, et tout ce qui se passe dans l'entre-deux, dans le vide de l'entre-deux, c'est ce qui fait que quelque chose se passe et qu'il y a peut-être épiphanie. Voilà. Est-ce qu'on peut parler, c'est important ce que vous dites là, est-ce qu'on peut parler qu'il y ait une responsabilité partagée entre l'un et l'autre lorsque la personne est vulnérable ? Je n'en suis pas sûr. Et d'ailleurs, Emmanuel Levinas, dont je parle tout le temps, je vais vous en parler toute la journée, dit responsabilité sans responsabilité, c'est-à-dire plus particulièrement à la disposition de l'autre, parce que justement l'autre n'a pas les possibilités, vu sa vulnérabilité, de pouvoir même aller jusqu'à ses droits ou même contester des normes. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, je dirais même plus encore, parce que nous avons plus de capacité d'agir que ce majeur juridiquement incapable, pouvoir oblige. Voilà. Et c'est comme ça que le visage de l'autre nous commande, et ça c'est Levinas. Exactement, et en même temps, là, on a aussi une règle, un guide quand même, également dans le Code civil, que la protection doit être assurée dans le respect des droits, des libertés et de la dignité de la personne. Voilà. C'était vous-même. Je vous en prie. Vous présentez peut-être. Oui, je suis Marie-Hélène Biel, je suis à la fois mandataire préposée d'établissement, représentante régionale de la NMJPM, c'est-à-dire les préposés d'établissement, et je suis à la fois membre administrateur de France Alzheimer Gironde. Je voulais juste une petite intervention pour répondre au précédent orateur en disant que si le législateur a souhaité maintenir les 3 catégories de mandataires, ceux qui exercent en établissement, les préposés, ceux qui exercent en association, les délégués, ceux qui exercent à titre individuel, c'est que les juges de la protection considèrent que ces 3 formes et 3 moyens d'intervention pour aller ourler le plus précisément possible le besoin de la personne. Juste un petit mot sur les mandataires d'établissement. On est un peu court là. Très très vite, monsieur. Juste faire un article. Je le ferai, mais très vite. L'indépendance des préposés d'établissement est organisée notamment dans les coopérations, les groupements de coopération. Considérons maintenant l'aspect France Alzheimer. Lorsque nous recevons des personnes, je serais intéressée par l'avis du professeur Gatti sur comment assurer, avec les compétences de certains d'entre nous qui sont mandataires, l'aide
aux familles, à l'intérieur des associations. C'est valable pour France Parkinson, c'est valable pour toutes les maladies qui atteignent le cerveau. Comment les assurer? Comment nous pouvons nous aider ces personnes dans le cadre de leur gestion, leur habilitation familiale, sans qu'on puisse aller contrôler l'intégralité et donc avoir des conseils qui sont pas tellement justes et qui vont les desservir. Avant que vous ne répondiez, j'ai une question à vous poser, puisque vous parlez de France Alzheimer, etc., et des grandes associations qui s'occupent de personnes vulnérables. N'y a-t-il pas des formations au sein même de ces associations? Je le crois bien, justement sur les éléments éthiques. Alors nous avons des informations, nous avons des formations, et l'un des intervenants devait être Mme Demour aujourd'hui, qui apparemment n'est pas reprévue, qui est la vice-présidente de France Alzheimer. Mais dans tout ce qui va être la formation à l'égalité, à l'altérité, à l'humanitude, à béquiller l'autre pour que cet autre qui est vulnérable ait autant de droits que moi, parce que c'est ça notre travail, exactement. C'est ça le sens de nos interventions, on n'a pas ça. Et puis la difficulté, c'est aider les familles qui sont dans la douleur à arriver à ces niveaux de conscience. Bon, je vous fais une réponse rapide. Bon, je vous connais en plus, Madame Biel. Je vous connais, je vous reconnais. Comment aider? Alors déjà, la protection, c'est un droit qui est le premier de tous les droits puisqu'il rend possible tous les autres. Donc là-dessus, on est tout à fait d'accord. Concernant les familles qui seraient en charge de l'exercice d'une mesure de protection, il y a ce dispositif d'information et de soutien aux tuteurs familiaux qui est perfectible, largement perfectible, ça c'est certain, et qui n'a pas été financé non plus depuis le début, puisqu'il est resté 10 ans sans financement. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui fait difficulté à mon avis, parce qu'on abandonne ces familles en fait. On leur dit, vous êtes là, ça ne nous coûtera pas cher, on favorise l'habilitation familiale qui est une tutelle allégée, justement parce que ça ne pèsera pas sur les finances publiques. Et une fois que l'on a fait ça, la famille est au courant de rien. Ça veut dire qu'elle sort du cabinet du juge et on lui dit voilà, vous êtes tuteur, au revoir. Et donc le majeur protégé se retrouve au sein de sa famille, sous l'emprise de sa famille. Peut-être parfois il y a des familles bienveillantes et puis d'autres qui ne le sont pas. Et c'est vrai qu'on a finalement vraiment une protection à 2 voire 3 vitesses. C'est-à-dire que en fait vous avez, je dis à 3 vitesses parce que le code civil, c'est quand même plutôt resté le code des riches, on peut se le dire comme ça. Si vous avez des revenus, si vous êtes Madame Bettencourt, il y aura certainement une idée de mandat de protection future, ou Jean-Marie Le Pen, j'ai vu récemment, et oui, on a activé le mandat de protection future de Monsieur Le Pen, c'était dans la presse hier. Delon, c'est une sauvegarde. Moi, j'aurais bien voulu être mandataire spécial. Ils sont tous... Bon, voilà, l'information et l'aide aux tuteurs familiaux, c'est une chose, c'est perfectible parce que je pense que justement, les professionnels qui donnent les conseils ne sont pas rompus au mandat de protection future, à l'habilitation familiale, ce n'est pas leur travail, c'est normal. Donc. Et puis, à l'inverse, effectivement, des associations comme France Alzheimer ou d'autres pourraient contribuer à la formation des professionnels pour savoir comment travailler avec les personnes selon les difficultés qu'elles rencontrent. Donc, voilà. Et les aidants, bien entendu. Bien sûr. Monsieur Guillaume DesFrance fait une incise. Mais très vite, parce que j'entends beaucoup parler de formation, c'est essentiel. Mais je veux que je sors totalement de mon rôle de directeur adjoint du CHU et je prends le rôle de citoyen. On entend quand même parler dans les décideurs publics, nos entourages, la réforme des programmes scolaires, à quoi sert la philosophie, à quoi servent les humanités, tout ce genre de choses. Je pense que la première lutte, bien sûr, il faut soutenir l'ERENA, bien sûr, il faut soutenir les institutions qui, dans leur programme de formation, forment dans la formation continue et réintroduisent ces réflexions-là, ces outils. Mais battons-nous pour que ce qui aujourd'hui est par une grande partie, parfois d'entre nous, des lycéens publics ou des jeunes au collège ou au lycée, à la fac, perçus comme inutiles, battons-nous pour préserver les humanités, battons-nous pour préserver la philosophie, l'enseignement du grec, de la pensée des anciens. C'est là... C'est plus qu'une incise, mais c'est fondamental. C'était la minute démagogique, mais je le pense vraiment. Battons-nous pour ça. C'est la pierre angulaire de ce qui... Oui, et c'est la pierre angulaire de ce qui fait société.